C'est une bonne transition pour la deuxième partie, la question du foncier. Donc c'est Henri Biespéré qui nous fait la présentation et nous ouvrirons les débats ensuite. Henri. Merci. Donc je vais vous résumer cette partie qui a été quand même riche sur cette partie sur ce sujet de la protection du foncier. Il a été aussi le fruit des travaux de la commission gestion du territoire et je remercie tous ceux qui se sont impliqués tout au long de l'année. On avait un peu senti que le foncier serait au cœur d'un certain nombre de débats et de projets de loi. Je crois qu'on avait eu le nez creux en début d'année 2013 pour réfléchir sur ce dossier-là. Alors le contexte, je crois qu'il faut qu'on l'ait bien en tête et n'hésitez pas à rappeler à vos interlocuteurs ce chiffre qui sonne dans nos oreilles, 78 000 hectares de foncier disparaissent par an dans notre pays. Dans les années 60, c'était 40 000 hectares. Nous avons doublé la disparition de foncier. C'est une sonnette d'alarme qu'il faut tirer et il ne faut pas hésiter d'agiter ce chiffon qui doit devenir un chiffon rouge auprès des décideurs. Les espaces agricoles ont reculé de 20% dans les 50 dernières années. C'est maintenant un sujet à prendre avec sérieux et à bras-le-corps. Parallèlement, nous assistons, et c'est bien ce qui complique l'affaire, à la multiplication des acteurs et des usagers de ce foncier. Les agriculteurs, certes, restent les principaux utilisateurs du foncier, mais de plus en plus, nous devons composer avec d'autres utilisateurs, des environnementalistes, des collectivités publiques, des investisseurs, des promoteurs, et j'en passe, qui, eux, n'ont pas d'objectif en termes d'agriculture et ont des objectifs non agricoles. Pour cela, nous avons eu ces dernières années et ces dernières semaines des évolutions au niveau des législatifs, des évolutions donc dans les textes pour protéger ce foncier. Depuis les années 2000, la FNSEA a conduit un important travail, sous la houlette en particulier de Dominique Barrot, qui avait initié ça dans les années 2000, avec en conclusion, en 2009, la signature d'une déclaration d'intention entre la FNSEA et un certain nombre d'associations d'élus. Les maires de France, les maires ruraux de France, l'association des maires de grandes villes, etc., etc. 14 associations, je crois, au total. De cette déclaration d'intention, nous avons saisi l'opportunité, une première fois, lors de la loi de modernisation de l'agriculture en 2010, pour créer, entre autres, les CDCEA, qui apportent aujourd'hui un grand nombre de satisfactions dans tous les départements où les FDSEA et les jeunes agriculteurs s'impliquent dans ces débats-là. Plus récemment, la loi ALUR, la loi donc urbanisme présentée et adoptée définitivement par les deux assemblées portées par Dominique Voynet, par Cécile Duflot, c'était le même parti, c'est pareil. Vous avez tous compris. Nous avons saisi aussi cette opportunité, en particulier pour étendre le champ de compétences des CDCEA, et nous sommes passés de zone agricole à espace à vocation agricole, c'est déjà un pas important. Nous avons également obtenu d'améliorer l'analyse de la densification lors de l'élaboration des SCOT et des PLU. Nous avons également obtenu que si des terres n'étaient pas urbanisées après 9 ans, il y ait la nécessité de réviser le document d'urbanisme et sans révision qu'elles rebasculent pourquoi pas en zone agricole, leur vocation antérieure. Également l'obligation à l'horizon 2016 de transformer les POS en PLU. C'est là des avancées importantes et la loi d'avenir qui est en cours de discussion va nous permettre aussi d'améliorer un certain nombre d'éléments, en particulier sur le contrôle des structures et les attributions des affaires. Mais là, vous savez très bien, comme moi, que le travail n'est pas fini, il est encore en cours. Alors pour cela, nous affirmons dans ce rapport, et je vous y engage à tous, la nécessité de l'implication de notre réseau. La loi permet des actes, des actions, à nous de nous impliquer. Et pour cela, une évolution dans les têtes, après l'évolution dans les textes, pour protéger le foncier. Nous devons être présents pour anticiper les conséquences de projets futurs. Dès la construction, être présents dans les beaux lieux. Nous devons en permanence être au contact des élus pour les sensibiliser. Nombre d'entre vous probablement ont été élus ou vont être élus dans les conseils municipaux.
Mais là où ce n'est pas le cas, il faut être aux côtés des élus, les sensibiliser en permanence sur l'importance de l'économie agricole sur le territoire. Troisième action, être présent aussi pour circonscrire au maximum les compensations écologiques. La compensation écologique existe dans la loi, il faut bien faire attention à ne pas qu'elle s'applique sur des zones extrêmement étendues. Également, faire intégrer, et ça c'est un peu nouveau, la compensation agricole par les opérateurs économiques. Également, promouvoir les zonages. De nombreux zonages existent déjà dans la loi, les zonages qui visent à protéger l'activité agricole, à nous de les promouvoir et de les faire mettre en application. Et pour cela, nous vous engageons à vous former, vous, nos échelons locaux. C'est là un rôle important à l'avenir des syndicats locaux sur ce dossier du foncier. Et nous aurons des propositions à faire à la FNSEA pour former toutes ces personnes, les former certes à l'aspect technique du dossier, mais aussi à la négociation, arriver à être convaincants avec des arguments qui portent, puisque nous n'aurons plus la majorité dans un certain nombre d'instances de décision. Alors les 3 sujets évoqués dans ce rapport, sujets un peu nouveaux, que nous tentons de faire progresser, la compensation agricole. La compensation agricole, puisque nous aurons besoin de toutes les terres, à la fois pour produire de l'alimentation, mais aussi à destination du non-alimentaire, eh bien, il faudra faire rentrer dans les têtes que la consommation de foncier est un préjudice collectif, agricole, mais aussi territorial. Ce n'est pas seulement des mètres carrés de surface qui disparaissent, mais c'est derrière toute une économie qui sera impactée. Et pour cela, face à ce qu'on appelle l'objectif éviter, réduire, compenser qu'on applique dans la biodiversité, eh bien appliquer là aussi un principe RRCC que vous avez là présent à l'écran, réduire l'artificialisation des sols. Sur un même projet, on peut arriver à faire le même projet, les mêmes choses sur moins de mètres carrés. Deuxièmement, restituer du potentiel agronomique et du potentiel agricole, retourner à vocation agricole des terres qui aujourd'hui en sont écartées. Troisièmement, créer de nouvelles voies de valeur ajoutée. Et quatrièmement, compenser les pertes économiques collectives locales. Donc les pertes pas seulement de foncier, mais aussi l'impact sur les filières, l'impact sur l'emploi, l'impact sur des surfaces d'épandage, sur l'économie locale. Et pour cela, nous proposons ou nous poussons de plus en plus la création d'un fonds qui pourrait être alimenté par les opérateurs, comme c'est le cas pour la biodiversité, et qui financerait ces projets de développement agricole. Et vous avez dans le rapport un certain nombre d'exemples en Île-de-France, où la Chambre d'agriculture gère déjà ce type de fonds, également dans l'Isère, où la Chambre départementale et les collectivités locales ont également créé un fonds pour apporter de la valeur ajoutée sur des filières existantes. Et enfin, on vous cite aussi une convention qui est signée en Loire-Atlantique. Alors on le dit un peu entre guillemets, puisque c'est lié à la réalisation de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui apparemment fait un certain nombre de débats sur le terrain. Donc c'est un peu en suspens. Donc on a des textes dans le cadre de la loi d'avenir. Notre travail, pied à pied, de lobbying, a permis déjà de faire écrire sous la pression des députés par le gouvernement, donc dans le premier passage à l'Assemblée nationale, la mise en place d'un rapport qui pourrait travailler sur le sujet. Alors on sait ce que sont les rapports. Le Sénat, donc pour l'instant, et vous savez que la lecture c'est à partir de la semaine prochaine, donc le Sénat a souhaité supprimer le rapport et le remplacer par une notion de compenser les effets négatifs pour l'agriculture des projets qui sont soumis à étude d'impact. C'est encore un pas supplémentaire. La discussion au Sénat, bien évidemment, on sera impliqué pour encore améliorer ça. Et d'ici la fin de la loi d'avenir, on espère bien avoir un certain nombre d'avancées encore sur ce sujet. Mais c'est un peu l'idée. Deuxième grand volet, deuxième grand sujet, et on aura un long débat, j'espère, sur ce sujet-là, la prestation de services environnemental. Nous voulons rentrer dans une situation proactive sur ce sujet. La compensation écologique, la compensation environnementale est inscrite dans les textes. Il faut aujourd'hui s'engager sur ce sujet-là. Sinon, on sait qu'il y a, avec la loi de biodiversité par exemple, qui va arriver aussi sur la table des députés,
la volonté d'un certain nombre d'organisations de parler de servitude environnementale. Donc si on ne veut pas rentrer dans ce débat-là, il faut que nous soyons actifs et que nous proposions des prestations de services environnementaux que pourraient remplir les agriculteurs. Alors pour cela, vous l'avez sans doute lu dans le rapport, il faut d'abord faire reconnaître et valoriser l'apport déjà existant de l'agriculture. On a l'impression qu'on part de zéro, ça n'est pas le cas. Donc faire reconnaître et valoriser ce que déjà font les agriculteurs pour la biodiversité. Deuxième sujet, proposer donc des services environnementaux rendus par les agriculteurs. Je ne fais pas plus de commentaires puisque c'est la question qui sera soumise au débat tout à l'heure. Troisièmement, bien évidemment, quand on est dans cette attitude proactive, nous allons souhaiter être impliqués dès l'élaboration des cahiers des charges, dès l'écriture de ces compensations et de ces services à apporter vis-à-vis de l'environnement. Et quatrièmement, eh bien, je crois que nous devons aujourd'hui mobiliser des connaissances scientifiques pour conforter nos propositions. Vous savez qu'un certain nombre d'organisations environnementales ont souvent des comités scientifiques avec des sommités de grand renom qui étoffent leurs positions, qui s'appuient sur des travaux de recherche. Nous devons, nous, au niveau agricole, avoir aussi, on en a déjà dans quelques organisations, mais le renforcer par des expertises extérieures, des sommités scientifiques qui constitueraient justement ce comité, mais qui explique justement comment l'agriculture aura un certain nombre de services. Voilà, avec une grande reconnaissance nationale et internationale et qui viendrait appuyer nos propositions. Le contrat, bien sûr, principe indispensable pour nous, et on le redira tout à l'heure, le principe selon lequel l'agriculteur est d'abord un producteur et pas un observateur. On doit donc toujours garder la ligne directrice de la production agricole et le reste arrive en effet induit. Troisième grand volet, troisième grand sujet sur lequel je mets un coup de projecteur, bien évidemment, qui est toujours dans notre pensée en tant que responsable, c'est le renouvellement des générations, c'est faciliter l'accès aux agriculteurs, aux nouveaux installés, mais aussi au grand nombre d'agriculteurs qui ont besoin de conforter leurs exploitations pour relever les défis à venir. Pour cela, un certain nombre de propositions que vous avez sûrement lues avec attention, donc qui vont dans le sens de conforter les outils de régulation du foncier. Voilà, on a aujourd'hui à adapter à la réalité actuelle les outils de gestion et de régulation du foncier. Deuxièmement, limiter le recours aux travaux par entreprise. Voilà, le développement des travaux par entreprise, des personnes qui se disent agricultrices, qui habitent loin de leur exploitation et qui confient la totalité des travaux, y compris des décisions au quotidien, entièrement à l'entreprise. C'est un fort développement dans un certain nombre de nos régions. Il faut aujourd'hui arriver à encadrer un peu ce phénomène-là. Troisièmement, alors il y a écrit adapter le statut du fermage, peut-être le mot va un peu trop loin, mais au moins revisiter le statut du fermage sur 2 ou 3 petits points. On en a discuté avec les représentants des fermiers, les représentants des propriétaires. On a quelques points sur lesquels il faut peut-être avoir quelques ajustements pour justement que les détenteurs de foncier ne se détournent pas de cette forme de mise à disposition du foncier qui est quand même aujourd'hui bien reconnue et qui facilite l'installation. Je crois que ça a été dit souvent par les jeunes agriculteurs. Ne pas les détourner et qu'au contraire, ils reviennent vers ce statut du fermage. Et enfin, dernier point, un point important qui est déconnecté un peu de ce que je viens de dire précédemment, mais qui est de fluidifier, d'organiser les relations entre les agriculteurs et les autres utilisations. Donc vous avez l'exemple d'une charte qui a été signée dans une petite commune béarnaise, donc de relations entre agriculteurs et autres utilisations dans leur vie quotidienne. Voilà. Expliquer aux gens qui viennent dans nos campagnes que l'agriculture c'est un beau métier, qui a certes des avantages, qui a aussi quelques contraintes et que c'est un paquet global qu'il faut prendre le tout. Et ça, quand c'est écrit, expliqué et débattu avec la population, on anticipe souvent des conflits potentiels et on anticipe souvent des relations un peu difficiles lorsqu'il y a un certain nombre de pratiques de notre vie quotidienne. Voilà les points principaux et le rapport est beaucoup plus riche que ça. Et donc maintenant, je vous propose de passer à la discussion des amendements. Merci. Merci Henri pour cette présentation. Donc le foncier est un sujet qui nous mobilise
énormément et de façon répétée, avec des situations parfois territoriales plus compliquées dans les zones à forte pression. Le choix a été fait cette année donc d'aborder ce sujet de façon conséquente dans le rapport et nous allons regarder les amendements qui ont été proposés avant de débattre de la compensation agricole. Donc l'amendement va être projeté, le premier. Il est donc porté par Pays de la Loire et ça concerne donc la triple peine. Donc à la page 25, ligne 1153-1155, suite à une proposition, il a été fait un ajout. On pourrait également parler de triple peine pour l'agriculture. Lorsqu'un projet industriel, immobilier, commercial, etc. peut justifier de la modification des espaces naturels avec des compensations, curieusement, ce dispositif n'est pas envisageable lorsqu'il s'agit d'un projet agricole, réserve d'eau. Alors c'est parti de cas très concrets vécus dans certains départements en particulier, où pour implanter une usine qui promettait beaucoup d'emplois dans les années à venir, on a fermé un peu les yeux sur le fait qu'il y avait une zone humide ou un peu humide à cet endroit-là. L'autorisation a été donnée à l'industriel qui a ensuite compensé, bien sûr. Mais lorsqu'on est agriculteur et qu'on veut implanter une réserve d'eau dans un endroit un peu en creux et un peu humide, on se voit refuser cette possibilité, même si on s'engage à compenser par ailleurs. Donc ça a été la motivation des gens qui ont porté l'amendement